Bonne dégustation. Les deux mains sur la table, un podcast en immersion avec Fred Ricou. Une série de reportages au cœur des cuisines qui inventent la gastronomie de demain. Pour cet épisode, je vous emmène dans le Finistère Nord, à la Butte, où Nicolas Conrot construit jour après jour une forme d'indépendance alimentaire. Nous sommes en janvier 2025, sur la plage, à 2 minutes du restaurant. Ici, tout commence entre le vent, la mer et ce que la terre peut offrir. Le décor est magnifique. On est où là, Nicolas ? Alors là, on est dans une zone qu'on appelle Kerema. En fait, c'est la plage de Kerema. C'est une plage qui fait à peu près 10 km de long. Plage de sable blanc avec des eaux qui sont, tu le vois, un peu très turquoise. Donc là, on est à marée basse. On n'a pas beaucoup d'algues en ce moment parce qu'il n'y a pas de décrochage, on n'a pas eu de grosses tempêtes ou de coups de vent, donc la plage est super propre. Et puis ce qui est intéressant à savoir, c'est que toute la partie d'après les dunes, là, en fait c'est une zone légumière qui a été asséchée au siècle dernier pour pouvoir cultiver en fait. Voilà. Les algues, on est dépendant un peu des saisons, c'est ça ? Ou là on est dépendant du temps ? On sait jamais si on va en avoir ? Non, c'est pour ça que d'ailleurs on les conserve souvent au sel, parce que bien entendu il y a les algues en fait, et l'estran d'ailleurs, l'endroit où on se promène, c'est comme une forêt, ça va changer de couleur en fonction de la saison. Donc en été ça va être très vert, très coloré, et par contre là actuellement en hiver on a plutôt des teintes comme on voit là qui vont être noires, qui vont être marron et très peu de vert. Donc oui, on a cette saisonnalité qui est présente, mais on a aussi un autre phénomène qui est 1, la marée, et 2, la météo, donc les tempêtes possibles, la houle qui peut empêcher en fait aux cueilleurs d'aller tout simplement récolter les algues. Quand on est un chef comme toi et qu'on a envie de manger des algues aujourd'hui, on a envie de préparer des algues, en fait, il n'y en a pas forcément, quoi. Alors si, on en aura, parce que justement, nous, on va prendre ce problème en amont. On va pouvoir on va conserver les algues dans du sel, mais on va aussi pouvoir les fermenter, où on va pouvoir les déshydrater. Et de ce fait, on arrive à servir des algues au quotidien, mais ça, c'est tout un processus que l'on calcule en amont. En fait, c'est de la conservation, tout simplement. Et c'est comme tous les légumes, on a cette particularité, nous, de pouvoir consommer. Là, même, on pourra manger des fraises tout à l'heure. Des fraises ? Oui, mais sous une forme qui est différente, puisque ça va être un cuir de fraises, on appelle ça un lérigue, mais on conserve, on arrive à conserver. Donc tout ça, ça se fait des mois et des semaines et des mois en amont, mais sur le principe de la conservation, tout simplement comme faisaient nos grands-mères, bien entendu qu'on arrive à manger des choses complètement différentes tous les jours. On va sur les rochers ? Ouais, carrément. Allez, on va regarder ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est ? Ça se mange pas, ça, hein ? Alors ça se mange pas, ça c'est un pied. C'est un pied d'algue, on le voit bien. Ah, ici. c'est un pied d'algue, c'est ça. C'est un pied d'algue. Ce qui est intéressant en fait sur ces pieds, c'est que c'est bourré en fait de gélatine. Donc nous, par exemple, quand on va vouloir épaissir une sauce, on va tout simplement couper ce pied qu'on appelle le mécabou, et là-dedans en fait on va tout simplement tremper ça dans nos sauces et on va voir quelque chose d'assez visqueux qui va sortir de cette algue, et ça nous sert à lier nos sauces sans aucun adjuvant, sans beurre, sans farine ou de choses comme ça. Allez, on va aller dans les rochers. On va voir s'il y a des crabes. Il y a des crabes cette saison. Il y a une saison pour tout ce qui est petits crabes. Les étris, nous on utilise des étris, mais la saison des étris c'est de mai jusqu'à août, pas plus. Ah oui. Et ça correspond avec les étris, ça se pêche souvent avec le homard, dans les casiers à homard. Nous on travaille. Alors ça peut paraître un peu bizarre, on est dans le Nord Finistère, on n'a pas de homard à la carte en ce moment. Le homard à la carte chez nous, c'est que la saison où le homard vient à la côte, de mai jusqu'à début septembre. C'est ça en fait, tout le monde mange du homard souvent pendant les fêtes, etc. Voilà. À Noël, au 1er janvier. Mais il y a une vraie saison en fait, et c'est pas du tout à Noël. C'est des homards, quand on mange du homard à Noël, c'est qu'il a passé un bon bout de temps dans des viviers en train de dormir à une température très basse pour pouvoir les conserver. Là, on démarre ce reportage, on est sur la plage, moi j'adore ça. Ah, je vais essayer de pas tomber parce que là, on est sur des rochers. Alors là, ça peut glisser un peu, Frédéric, attention. Donc là, en fait, on voit bien, ça c'est principalement du goémon et un petit peu de ce qu'on appelle la laitue de mer, donc cette algue qui est un petit peu verte. Et on va essayer de trouver quand même un petit peu de dulce. Vous, à la base, vous faites appel à des cueilleurs. En fait, vous cueillez pas vous-même. Pour le restaurant, je veux dire. Nous, restaurateurs, on peut pas se permettre de cueillir, et c'est tout à fait normal parce que sinon, on pourrait pas gérer les ressources. En fait, les cueilleurs sont habilités à cueillir. Nous, restaurateurs, on est là pour acheter aux cueilleurs. Sinon, c'est de la cueillette sauvage. On n'a pas le droit de le faire. Là, on est tous les deux. On va quand même
pas s'empêcher de goûter un petit peu. Donc là, ici, par exemple, cette algue rouge qui est complètement décrochée, ça c'est de la dulce. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec cette dulce On va la goûter, je vais juste la rincer, Frédéric. Hop. Je vous suis Nicolas. Hop. Je vais essayer de trouver un morceau qui soit le plus tendre possible, Frédéric. Voilà. Donc ça c'est une algue qui est assez ronde, qui est assez musquée en fait en goût. Alors là, je viens de les rincer, donc on a vraiment ce goût de sel aussi. Quelque chose de très iodé. C'est une algue que j'aime vraiment beaucoup cuisiner. Voilà. C'est très agréable. On dirait presque une épice en fait. J'imagine qu'on peut concentrer un peu le goût et s'en servir comme une épice. Souvent on me pose cette question. Pour moi les algues, alors oui c'est un aliment bien entendu, mais pour moi ce sont plus des condiments. Parce que c'est quelque chose qui peut être assez écœurant quand on en mange beaucoup. Mais ouais, ça reste un condiment. Ouais, vraiment. Quand vous l'utilisez, enfin on verra ça tout à l'heure effectivement en cuisine. Mais on a vraiment beaucoup d'utilisation. Ça a des parfums très forts bien évidemment. Et puis pour la fermentation c'est quand même ça reste sensible parce que l'algue fermente très vite et on a vraiment appris, on a vraiment compris comment s'en servir aujourd'hui. Mais on fait des choses très intéressantes qu'on va goûter ensemble tout à l'heure. Avec grand plaisir. Moi je viens au moins une fois tous les 2 jours marcher ici pendant une petite heure. Vous prenez l'inspiration un peu pour votre cuisine, pour des choses comme ça, ou alors j'ai juste un petit peu pour respirer quoi. Ah si, l'inspiration elle vient d'ici, elle vient des dunes et je la traduis même dans mes assiettes. J'aime beaucoup regarder tout simplement le sol, les couleurs, les textures, la manière dont la nature fait elle-même le boulot et ça je le retranscris après dans mes assiettes. On a vraiment cette impression de liberté, de reconnexion avec la nature, parce que on a l'eau, on a le vent, on a les éléments, et puis c'est hyper pur en fait. On voit bien, à part les dunes et les rochers, il n'y a pas grand-chose. Donc je crois que c'est le meilleur moyen de se reconnecter pour moi en tout cas, oui, c'est de venir me balader sur la plage et je fais ça plusieurs fois par semaine parce que j'en ai besoin tout simplement. Ouais. Vous n'êtes pas d'ici hein? Alors moi je suis pas d'ici, j'ai quand même 50% de sang breton parce que ma maman est du Morbihan. J'avais un papa qui venait des Vosges et j'ai beaucoup bougé à travers le monde pendant toute ma jeunesse. Mais là ça fait 25 ans que je suis là donc je me considère comme un vrai breton maintenant. Allez, on va aller visiter les jardins et notamment le premier jardin qu'on a réalisé pendant le Covid avec l'équipe de cuisine. Ah oui, pendant le Covid ? On savait pas trop quoi faire donc on s'est dit allez, on va faire un jardin. Ce qu'il faut savoir c'est qu'ici auparavant c'était le parking de l'hôtel. D'accord. On a cassé tout ce parking et on a construit de nos mains. On est assez fiers de ça. C'est vrai qu'il y a plein de petites cabanes avec. En fait, c'est plein de petites serres. Voilà, c'est toutes les équipes. Alors, c'est toutes les serres. Ici, on a un sujet quand même fort en Bretagne. C'est on peut avoir des jardins, mais la première question à se poser, c'est comment on se protège du vent. Ah oui, bien sûr. Sinon, rien ne pousse. Donc oui, on a ce jardin-là qui est en permaculture, dans lequel on a fait tout le système de couches en permaculture avec des herbes, du bois, du fumier et tout ça, bien entendu. Mais on a aussi construit ces serres. Donc ça, c'est une serre qui est réalisée par un fabricant français qui s'appelle Helio, qu'on a construit de toutes pièces avec eux. Et puis là, on a des petites serres qui chauffent en fait en permanence. Là, quand on met la main dedans, on voit tout de suite qu'on a une autre température. Ça nous permet, par exemple, là, en ce moment, d'avoir de la moutarde. Oui, ça gagne 5, 6, peut-être 10 degrés. Ouais, quoi. 10 degrés. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on chauffe cette terre-là, et là, on a, par exemple, des fraises. Donc là, on est au mois de janvier, donc la terre n'est pas assez chaude, mais dès le mois d'avril, on va pouvoir commencer à avoir des fraises parce qu'elles sont plantées dans cette terre qui chauffe sous la serre. C'est un peu comme les fraises de Plougastel, on est à côté, je crois. Hein. Voilà, mais celles-ci, elles sont pas hors sol, c'est des fraises de terre. Des vraies, quoi. Voilà. Ça veut dire qu'il n'y a plus de vraies fraises à Plougastel ? Je me prononcerai pas. Si, il y a encore des bons faiseurs de fraises à Plougastel. Ouais, j'imagine. Des fraises de terre et qui font des produits magnifiques. Donc là, nous, on essaye de pouvoir cultiver tout au long de l'année. Là, on a un peu de cresson, on a de la roquette, on a de la moutarde. Et puis à côté, dans la serre, on peut rentrer dans la serre ? Ouais, bien sûr. Hop. Voilà, là on va être bien trop chaud. C'est plutôt agréable, c'est calme. Ah oui, voilà, un peu de persil. Voilà, on arrive quand même à cultiver
en ce moment à avoir nos herbes fraîches, en tout cas pour les deux restaurants, et ça c'est important pour nous. Combien il y a de sortes de plantes là, dans toutes les, à la fois serres et jardins ouverts? Il y a à peu près combien? Je sais pas, mais on en a une 40 ou une cinquantaine de variétés de plantes en fait. Ouais. On a 2 jardiniers qui travaillent ici au quotidien, Jeanne qui nous crée les jardins, et puis Michel. Donc voilà, bon, là on a de l'armoise par exemple, on a des armoires Scola de l'autre côté. On a vraiment plein de choses, tout ce qui est thym, romarin, toutes ces choses-là, plein de variétés de menthe, le fenouil marin aussi. On en a d'ailleurs en ce moment là du fenouil marin. Ouais, alors là là on voit bien. Hop. Là on est au mois de janvier et on a quand même cette odeur dans le fenouil quoi. Ah oui, c'est agréable. Bah ouais. Ouais. Donc non, on a ce luxe de pouvoir cueillir au quotidien énormément d'herbes pour le restaurant, et puis en été d'avoir tous nos fruits rouges, nos groseilles, les mûres, les groseilles à maquereau, les framboises, et tout ça en fait on va les conserver, on regardera ça tout à l'heure en cuisine, de manière peut-être un peu atypique, mais aujourd'hui ça nous permet, là on est au mois de janvier, on a un dessert qui s'appelle fruits préservés, et en fait dans ce dessert c'est uniquement des fruits de notre jardin de l'été dernier qu'on a réussi à préserver. J'imagine qu'on ne fait pas tout ça d'un coup. Il faut le faire au fur et à mesure peut-être, non? Il faut le faire au fur et à mesure, c'est pas compliqué. Sincèrement ça prend énormément d'énergie au départ, parce qu'il faut... C'est un petit peu comme réapprendre. C'est un petit peu comme des éponges. Quand on commence à faire au quotidien les bons gestes et à réfléchir d'une certaine manière, en fait, tout le monde s'adapte et tout le monde prend le pli rapidement, et ça forme... alors, c'est toujours un petit peu bizarre de dire ça, mais ça forme des communautés, en fait. Et oui, aujourd'hui, moi, je suis content et je suis fier de me dire que je travaille au sein... Enfin, on est une communauté avec une manière de raisonner qui est différente, que je trouve plus juste, plus responsable et plus ambitieuse pour demain aussi, pour sauver nos lieux de vie. Et on est en plein dedans, donc oui, ça peut marcher. Ouais. Là, vous m'avez dit, ça fait à peu près 5 ans que j'ai commencé à penser différemment. On commence par quoi? Je veux dire, le chantier est énorme, ou alors il y avait déjà des débuts de piste quand vous avez repris? Parce qu'on ne l'a pas encore dit, effectivement. Vous, Nicolas Conro, donc vous êtes marié à Solène, et Solène, en fait... Son papa est restaurateur et chef, et donc il vous l'a transmis, ce restaurant. Oui, c'est ça, donc c'est un restaurant qui existait déjà, c'était un hôtel-restaurant qui existait déjà, et vous l'avez récupéré. Comment on se dit, tiens, en fait, on va changer plein de choses? D'abord, on apprend à faire comme faisaient les précédents, en fait. On apprend à faire fonctionner la maison. Ensuite, on essaye de créer sa place. Et puis ensuite, je pense qu'une fois qu'on devient à l'aise avec le quotidien et la manière dont fonctionne une entreprise, on peut commencer à penser à son identité. Et quand je dis penser à son identité, le démarrage de tout ça, pour moi, alors ça fait 25 ans que je suis là, j'ai appris ce métier, j'ai appris à faire fonctionner la maison, j'ai appris d'abord le métier de cuisinier parce que je ne l'étais pas, et donc j'ai passé 10-15 ans à évoluer dans ce milieu-là, dans la cuisine, dans cet établissement, et puis oui, une fois que le Covid est arrivé, et je dis merci au Covid, ça a été un petit peu un électrochoc, et ça a commencé par où? En fait, ça a simplement commencé par ma propre alimentation et mon propre comportement au quotidien, en fait. Et je me suis rendu compte que quand on commençait à manger de manière un peu plus végétale, un peu plus responsable, plus équilibrée, en faisant attention à nos déchets, à tout ça, j'ai vite compris en fait que tout ça, ça pouvait se dupliquer sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes, 10 personnes, 20 personnes, mais aussi sur une entreprise. Et c'est comme ça que se fait le chemin, et c'est comme ça qu'il s'est fait, et c'est comme ça qu'il se fera, parce qu'on n'a pas terminé, il y a encore plein de choses à faire. Allez Fred, je vais te montrer quelque chose, on va aller jusqu'à la boulangerie. Quelle boulangerie? La boulangerie du village? C'est la boulangerie du village, ça s'appelle le Fournil de la Butte. C'est une boulangerie qui existe, alors celle-ci existe depuis 1 an et demi, 2 ans. Auparavant, on était juste en face. Là. C'est vous qui l'avez créé? Oui. Ça appartient à l'hôtel-restaurant? Ça appartient à l'hôtel-restaurant, ouais, c'est nos équipes qui tiennent cette boulangerie. C'est une boulangerie qui est ouverte, bien entendu, 7 jours sur 7, de 7h à 7h. Et puis on y fait, alors bien entendu, du pain,
des pâtisseries bretonnes aussi, tous les gâteaux bretons, le croisaman qui est une de nos spécialités, c'est un croissant qu'on a croisé avec un kouign-amann. Ça va être bien ça. Ouais, c'est bien gourmand. Et puis aussi toute une partie de pains qui sont fermentés, qui sont sans gluten, qui sont faits uniquement à base de sarrasin, et des pâtisseries aussi qui sont complètement sans sucre et végétales. Allez, on y va. Donc on a plusieurs... Moi, ça m'a donné envie. Et par où on passe? Comment on rentre? Par ici. Voilà. À cette heure-ci, Bonjour. les rayons sont un petit peu vides et c'est plutôt bon signe, on va dire. Hein, ça va, Anne-Laure? Bon, voilà, Anne-Laure et José qui est juste derrière en train de fabriquer le pain. Donc voilà la boulangerie. Il y a une boulangerie qui existait mais qui fermait et la boulangerie du village allait disparaître. Ça, à l'époque, c'était en 2016 et on a décidé de racheter cette boulangerie. Pas par hasard, mais parce qu'en fait, les grands-parents de Solène, donc mon épouse, étaient des boulangers. Donc ils ont toujours été un petit peu boulangers dans la famille. Et puis moi, j'avais à l'époque une pâtissière qui s'appelle Malika et qui travaille avec moi depuis une bonne quinzaine d'années, qui rêvait d'avoir sa boulangerie. Donc je me suis dit, bah, allez, on va faire une boulangerie, comme ça tout le monde sera content. Et ici aussi, un sourcing extrêmement travaillé, j'imagine, des farines, des choses comme ça. On source nos farines, elles proviennent de Bretagne pour la plupart. Sur la farine, c'est un travail qui est encore assez délicat, c'est pas facile parce qu'on souhaite des farines qui soient le plus pures possible, donc c'est pas si évident que ça, mais on a aussi cette démarche-là très locale et très engagée. Et là, par exemple, là, juste en face, là, on a par exemple ces pâtisseries végétales, donc c'est encore une fois comment on réalise une pâtisserie qui est gourmande, mais sans sucre, sans améliorant, sans quoi que ce soit, c'est uniquement de l'alimentation vivante. Là aussi, la clientèle est compliquée à leur expliquer un petit peu, parce que j'imagine que par rapport à ce que faisait l'autre boulangerie, Oui. qui travaillait peut-être de manière, je ne vais pas dire plus traditionnelle, mais de manière plus habituelle, changer totalement effectivement le fait que vous travaillez avec des farines responsables, avec des farines locales, avec des gâteaux végétaux, ça change du tout au tout, quoi. Eh bien, complètement, mais surtout qu'on est en Bretagne et qu'on consomme énormément de pain blanc, cette baguette blanche qui est... C'est juste hyper mauvais pour nous, pour la santé tout simplement. Donc là, pour la petite histoire, la première année où j'ai repris la boulangerie, le maire du village m'a demandé de garder cette baguette blanche. Mais voilà, au bout d'un an, j'ai vraiment... Elle a disparu au fur et à mesure. Elle a disparu très rapidement parce que c'est pas bon du tout et que c'est un pain qui est extrêmement chimique au final. Et on fait tout l'inverse. Donc non, on a enlevé ça, ouais. Comment on fait là justement pour la baguette? Là je vois des jolies baguettes, c'est-à-dire qu'on va mettre des petits bouts de baguette sur le comptoir pour dire tenez, goûtez. Exact. Ça a remplacé la baguette blanche. Mais c'est le travail qu'on a fait. Et puis après, pour se rapprocher de la baguette blanche, parfois on fait des baguettes qui vont être un petit peu moins cuites et puis ça va mieux passer avec la clientèle. Mais encore une fois, c'est faire goûter et ne pas chercher à convaincre. Mais voilà, tout le monde y vient de toute manière. Ouais. C'est ça. Le changement se fait. Donc j'imagine que tout ce qu'on nous sert par exemple le matin, au petit déjeuner, etc., tout vient de la boulangerie, quoi. Alors, tout est fabriqué à la boulangerie, tous nos pains sont fabriqués à la boulangerie, toute la partie viennoiserie, tout est fait ici. Même au comptoir, on a un buffet de dessert, c'est le buffet de dessert du Fournil. Voilà, donc tout est fabriqué ici. Et puis on a aussi, alors ils nous fabriquent des choses et nous on leur fabrique aussi une part on appelle ça un petit peu de la vente à emporter, de la vente additionnelle. Mais par exemple, on va leur faire des veloutés, on va leur faire du fard noir. Ça, c'est Qu'est-ce que c'est le fard noir? Alors ici on a un plat qui s'appelle le kik à farce. Oui, le kik à farce. Voilà, donc ça c'est le fard du kik à farce. Le kik à farce, je crois que c'est une sorte de pot-au-feu breton, c'est ça? Avec en plus, c'est ça? C'est un pot-au-feu breton dans lequel on va faire cuire aussi dans un sac en lin une sorte de pâte à crêpes en fait, de blé noir, et qu'on va ensuite... Alors, il faut avoir le vocabulaire, mais on appelle ça brujuner. Donc, voilà, un petit peu comme quand on fait du couscous, on va frotter ce fard entre nos mains. Ça va brujuner et ça nous fait une sorte de semoule de fard noir. Donc voilà, on fabrique ces choses-là. Et puis, par exemple, tous nos granolas vivants aussi qui sont ici, tout ça, c'est nos fabrications. Ah, les granolas! C'est de la fermentation. Donc, on met... Qu'est-ce qu'on appelle un granola vivant? Pourquoi vous avez rajouté cet adjectif? Alors vivant parce qu'en fait il est cuit uniquement à 40 degrés, ça c'est la température maximum, et en fait il est fabriqué avec du miso que l'on fabrique nous. Donc on a, alors c'est toujours un peu bizarre de dire ça, mais oui, on a de la bactérie, on a de la fermentation qui se crée. Donc oui, c'est du granola qui est vivant.
Voilà, et puis Donc vous avez une partie épicerie, un peu épicerie fine, c'est ça quoi? épicerie fine, mais on va travailler des beurres. Par exemple, on voit le beurre noisette, le beurre de sarrasin, le beurre aux algues, mais on va aussi vendre nos tomates qui sont lacto-fermentées. Donc c'est les tomates de l'année dernière de l'été dernier, pardon, qui sont lacto-fermentées, du chou lacto-fermenté, des carottes lacto-fermentées, mais on a aussi une sorte de petite épicerie où on va vendre la laiterie. Donc là, on a des yaourts, tout ça, des fromages. Tout ça, c'est fait par des personnes qui sont autour de nous. Je vois qu'il y a des sodas, je vois qu'il y a peut-être des bières, je ne sais pas. Sodas, on a même de la bière. On a une bière qui s'appelle la Restachou. Donc Restachou en breton, c'est les restes. Et en fait, c'est une bière qui est fabriquée avec nos restes de pain de la boulangerie. On rentre dans le restaurant? Oui, alors ce qu'il faut savoir, Frédéric, c'est qu'ici, c'était l'entrée de l'hôtel d'origine. Ah d'accord. Voilà, et puis maintenant c'est l'entrée de notre bistrot qui s'appelle le comptoir de la butte. Donc on va passer par là pour aller en cuisine. En fait, chaque génération apporte une pièce, c'est ça, ou apporte un... Eh oui, on a un peu un bâtiment qui... Alors ça c'est un peu ma contrariété parce que le bâtiment il est un peu, hétéroclite. On a des choses qui sont très différentes, mais c'est le marquage des générations. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout le bas que l'on voit ici, en fait, c'était le dancing de la grand-mère. Le dancing, elle avait un dancing? Oui, elle faisait des balles en fait le samedi et le dimanche et c'est comme ça que la butte a pris sa notoriété. À l'origine, ça s'appelait la maison Beckham et on faisait des balles. Elle faisait des balles. C'était quoi alors? C'était déjà un hôtel et un restaurant et aussi il y avait... C'était un restaurant et un dancing. Un restaurant et un dancing, d'accord. Où on faisait des balles, mais aussi des communions, des baptêmes, des mariages. Et puis ensuite, Hervé a repris, il a arrêté les balles, il a commencé une activité de traiteur. Ensuite, il a construit un hôtel. Et puis voilà. Hervé, c'est le papa de Solène. Hein. C'est le papa de Solène, ouais, exactement. Donc chaque génération a vraiment marqué le temps qu'il a passé avec des activités différentes. Voilà. Aujourd'hui, nous, on se retrouve avec un hôtel, deux restaurants, un espace bien-être et une boulangerie. Ça n'a vraiment plus rien à voir avec l'époque du dancing. Mais voilà, comme je dis toujours, si la grand-mère n'avait pas commencé à faire danser les gens, nous, on ne serait pas là non plus. Donc. Exactement. Allez, on y va. On y va. Qu'est-ce que c'est ces tonneaux là? C'est du vin? Voilà, non, c'est pas du vin. C'est des tonneaux, oui, mais c'est des vinaigres. Donc on fabrique nos vinaigres de vin, nos vinaigres de cidre, nos vinaigres de kombucha au sureau, parce qu'on va aussi utiliser les mers de kombucha pour faire des vinaigres. Donc encore une fois, comment ne pas acheter une bouteille de vinaigre qui vient de je ne sais où? Autant qu'on fabrique nous-mêmes notre vinaigre. Donc là, on est dans le bistrot. Donc ici, c'est le côté bistrot du lieu. Le bistrot, c'est un endroit qui est pour nous très important parce que c'est le seul endroit qui est ouvert 7 jours sur 7, matin, midi et soir, puisqu'ici, on fait le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. On voit ici d'ailleurs, sur tout ce mur, Fred, en fait, c'est tout notre principe quand on parle d'alimentation vivante. On a, par exemple, là, toute la laiterie végétale que l'on fabrique nous-mêmes, par exemple. On va retrouver des yaourts d'amandes, des yaourts d'avoine, des yaourts de sarrasin. On va retrouver des amazake, c'est des choses un peu plus... C'est quoi les amazake? Les amazake, en fait, c'est une fermentation de riz avec un légume ou un fruit que l'on va faire fermenter pendant 8 heures à 60 degrés. Ça va générer du sucre. Et de ce fait, on arrive à travailler sans sucre. Faut savoir que dans toute notre cuisine, on n'utilise pas de sucre blanc. Même si à un moment donné, on mange des choses sucrées, ça ne provient pas du sucre, ça provient de la fermentation des aliments, ce goût-là. On a nos miels qui sont exposés, des miels. Vous avez des ruches aussi? Oui, elles sont juste là, on les voit. Ah ouais. Donc ça, c'est un jardin qu'on a fait au-dessus du toit de la boulangerie. Ce jardin, il a été étudié de manière à être uniquement mellifère. Donc ça, c'est le jardin de nos abeilles, en fait. Voilà. Donc après, on va utiliser le miel, mais aussi la cire, parce que par exemple, en ce moment, on fait un dessert avec de la poire qui est trempée dans la cire de nos ruches, et de cette manière, ça fait maturer et pétiller la poire. Donc on est toujours dans ce principe de fermentation et de savoir comment aujourd'hui on fabrique, on conserve avec le moins d'énergie possible. Finalement, il n'y a que les protéines animales que vous n'avez pas. Vous n'avez pas d'animaux ici, vous n'élevez pas d'animaux. C'est un autre métier, j'imagine. On n'élève pas d'animaux, mais on a la chance d'avoir autour de nous des agriculteurs. Donc on travaille par exemple de la volaille qui vient de Plouidère ou de Saint-Main, juste village à côté. On travaille du bœuf, par exemple, qui vient de Guissény, Clément et Laetitia, mais aussi Julien, juste à côté à Plouidère, qui va nous faire une ou deux bêtes par an, mais pas plus. Donc on est toujours dans
À partir du moment où on fait rentrer un produit, il doit y avoir un visage derrière. Idem pour les poissons, on travaille avec de la petite pêche côtière, des bateaux qui partent à la demi-journée, voire à la journée, mais pas plus, parce qu'on ne veut pas de poissons qui sont restés 2 ou 3 jours dans la glace. Par des chaluts, ça ne nous intéresse pas. Donc c'est que de la pêche côtière, c'est un peu comme de la ponction et on fait très attention à ça. Et d'ailleurs, quand on vient à la table étoilée, par exemple, oui, les quantités de viande ou les quantités de poissons sont moins importantes qu'avant. Il y a beaucoup moins de grammage, mais c'est aussi la volonté de faire passer au client qu'on n'a pas besoin de manger de la protéine animale au quotidien. On part en cuisine voir un peu de fermentation, c'est ça? On parlait fermentation, on a commencé, on l'a évoqué un peu tout le long, Oui. Mais on va en cuisine parler fermentation, c'est ça? Oui, on fermente beaucoup chez nous. Donc on a même un laboratoire de fermentation où on a 2 personnes qui travaillent tout au long de la semaine. Ce laboratoire de fermentation, c'est quand même super intéressant parce que ça nous permet d'obtenir ce que j'appelle moi une bibliothèque de fermentation, une bibliothèque de goût, de texture, de couleur. Ça, on pourra le voir ensemble. Et la fermentation, c'est la grosse base de notre proposition. Et elle a plusieurs qualités. C'est que, bien entendu, elle nous fait du bien, elle génère des goûts différents, mais ça nous permet aussi à nous... équipe, quand je parle de nous, je parle aussi de mes équipes, on peut travailler de manière différente. On ne va pas travailler dans notre cuisine comme on travaille dans une cuisine traditionnelle parce qu'on va avoir des mises en place qui sont faites bien en avance. Quand on parle de fermentation et quand on parle de miso, par exemple, quand on veut faire un plat avec un miso, il faut y penser 1 an à l'avance et pas 2 jours. Donc voilà, c'est toute une manière de penser qui est différente et ça a aussi la fonction d'apaiser le climat en cuisine. Chez nous, c'est toujours très calme en cuisine parce que justement, on a tous ces principes de fermentation qui nous permettent de piocher dans des bibliothèques comme dans un magasin, comme ça, des aliments et de les travailler au quotidien. Donc voilà notre cuisine où on fermente beaucoup. Alors je suis en train de regarder là, Louis par exemple qui est en train de faire des tagliatelles de cuir. On a parlé des cuirs tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est les tagliatelles de cuir? En fait, voilà, c'est ça. Ça c'est un cuir, donc c'est des fruits ou des légumes qu'on va faire fermenter. Ah oui. Et que l'on fait déshydrater. Et ça c'est une manière pour nous de conserver les aliments. Et ça ensuite après on va l'intégrer dans un plat. Ça c'est des cuirs d'algues, Louis? C'est ça, ouais. Donc là, wakame et kombu. On a un cuir de wakame et kombu. Il faut goûter, Fred. Voilà. Allez, tenez-moi le micro, Voilà. bonne idée. Je tiens le micro. Donc ça, ce sont des algues. C'est délicieux ça. En fait, ça vient saler un peu les plats, c'est ça? Ça vient un peu... Alors, on a toujours un peu de sel dans nos fermentations, forcément, parce qu'on conserve beaucoup par le sel. Mais oui, après, il faut juste jouer avec des crèmes qui vont être un peu moins salées, avec des textures différentes. Mais on va aller voir ça au laboratoire de fermentation. Donc on peut voir là, par exemple, tous les granolas vivants, les miels qui sont infusés avec plein de fruits. Et puis, toujours cette histoire. Par exemple, voilà, c'est ça qui est intéressant à comprendre. Par exemple, là, on a ce qu'on appelle du miel infusé, du miel d'or ou du miel au citron. Cette partie liquide, on va l'utiliser pour les intégrer dans des desserts ou dans des recettes, par exemple, comme les granolas vivants. C'est quoi? C'est du citron qui infuse dans du miel, c'est ça ce que je vois? C'est des citrons qui viennent du jardin de Madame Mazet à Menton. On les a en décembre, janvier, février, donc on en profite en ce moment. On fait nos miels de citron, mais aussi nos citrons noirs, parce qu'on sait que pour le restant de l'année, on n'en aura plus. Donc on va faire beaucoup de miel au citron comme ça, pour pouvoir l'utiliser tout au long de l'année. Mais une fois qu'on a fait ce miel au citron, en fait, on va reprendre les citrons qui vont fermenter dans le miel, on va les déshydrater et on va pouvoir encore une fois les réinterpréter de manière différente. Donc en fait, c'est tout le temps comme ça, que ce soit des produits salés, que ce soit des produits... Par exemple là, juste en face de moi, j'ai quelque chose qui s'appelle le moromi. Qu'est-ce que c'est? En fait, on fabrique notre sauce soja à base de sarrasin. Là, on voit la sauce soja. Ça a pris une bonne année pour la fabriquer. Et ensuite, on a un résidu de cette sauce qui s'appelle le moromi, quelque chose de solide. Ce moromi, on va y faire fermenter des oignons, par exemple, ou des échalotes. Une fois que les légumes auront fermenté dans ce moromi, on va reprendre le moromi, on va le déshydrater, et ensuite, on va en faire une poudre. Et ça, en fait, ça devient un condiment. Ah oui, il y a un petit côté à la fois un peu
j'ai trouvé qu'il y avait un côté café, chocolat, et finalement, après, il y a soja. Ouais, Il y a... Donc en fait, on réutilise toujours comme ça, en permanence, les aliments. Là, par exemple, c'est tous nos murs du jardin qui sont là, elles sont déshydratées, mais on les a conservées auparavant dans du verjus. On est tout le temps en train de réutiliser au quotidien tout ce que l'on a pu conserver sur les dernières semaines, les derniers mois, et même pour les misos. Par exemple, tout ça, c'est les misos. C'est des dernières années parce qu'on a des misos qui maturent là depuis 1 an, en fait. On réinterprète toujours avec nos produits du terroir, nos produits locaux, et ensuite, on diversifie. C'est toujours la même logique. Ce sont des techniques japonaises, ça. Hein. Oui, c'est des techniques japonaises. Alors moi, je les ai apprises, avec plusieurs personnes. J'ai bossé un petit peu avec Shira Bio. J'ai bossé avec Adonde Lab aussi, qui est venu nous former. Ravière, qui est venu nous former pendant 3-4 jours sur la fabrication du miso et du koji surtout. Et ça, en fait, quand on comprend bien le fonctionnement et les fabrications, franchement, en goût, on réussit à avoir des choses qui sont... Mais en fait, c'est comme tout, c'est quand on applique une bonne technique, on a un bon résultat derrière. On va toujours croiser, en fait, par exemple, là, on sert un rouget, un filet de rouget, en ce moment, c'est la pêche que l'on a, qui va être... le filet de rouget va être mariné dans du shio-koji, donc une lactofermentation de koji. Ça va nous permettre d'attendrir le poisson et de le cuire beaucoup moins. Donc on a un poisson qui est hyper fondant, avec cette action du shio-koji qui va en fait manger cette protéine, casser la protéine et attendrir le poisson. Ça marche d'ailleurs aussi sur les viandes. Et puis toute la partie de lactofermentation, par exemple avec ce rouget, on a une purée de potimarron au kimchi. Et ben on va mélanger le kimchi de carotte avec une purée de potimarron. On va avoir des purées très fraîches. On va intégrer du miso pour donner de la gourmandise. On va pas mettre de beurre. On va mettre un petit peu d'amande. Donc tout ça, c'est une autre conception de la cuisine, mais dans lequel c'est une cuisine qui est très bien-être, très vivante, mais dans lequel on a de la gourmandise. J'espère que vous allez le voir ce soir. J'espère aussi. Voilà, c'est l'heure du dîner. Je viens de m'installer. Donc la salle est très belle. Il y a une jolie moquette bleue qui peut rappeler peut-être un peu la mer. Je vous rappelle que je suis au restaurant La Butte. Le chef, c'est Nicolas Conro. Pour commencer, donc, ce repas, on vous propose de la truite. C'est de la truite qu'on est venu fumer et ensuite fermenter. C'est-à-dire qu'on est venu en fait ajouter un champignon sur le dessus. On a laissé fermenter donc à température ambiante et donc ça a permis aux champignons de sporuler. Et avec ceci, vous allez retrouver donc un yaourt végétal donc aux œufs de truite et puis sur le dessus un oignon moromi. Donc un oignon moromi, c'est un oignon qu'on a trempé donc, dans une saumure de gros sel et de graines de sarrasin torréfiées. On va laisser fermenter 1 an, voire 1 an et demi, le temps vraiment que l'oignon prenne le goût et la couleur du sarrasin, bien sûr. Voilà. Merci beaucoup. Alors monsieur, tout se passe bien? Très bien, merci beaucoup. Alors vous allez poursuivre avec l'estran, c'est la zone de balancement des marées, située entre la marée haute et la marée basse. En fait, on est venu travailler l'algue, un produit qu'on retrouve beaucoup dans cette zone. Donc vous aurez un cuir de wakame kombu qu'on a associé avec un miso de courge et une crème de chanvre. Là, je vais vous verser un bouillon iodé. Donc c'est une nage de légumes, faite comme une infusion de légumes, qui a été également infusée avec de la dulce et de la laitue de mer. C'est un peu dans l'esprit d'une soupe miso, donc c'est un plat qui est très iodé. Pour la dégustation, je vous invite dans un premier temps à vous imprégner un peu des fumerolles du bouillon, puis par la suite à bien remuer le fond de l'assiette pour avoir pendant votre dégustation tous les éléments en même temps. Voilà, belle découverte. C'est magnifique vos assiettes, Nicolas. Qu'est-ce que vous faites alors? Alors ça, c'est la petite pêche, c'est un rouget. Cette petite pêche que l'on fait, qui est faite à la demi-journée par notre pêcheur. Là, c'est roll, avec le concept toujours de fruits qu'on a préservés. Donc là, c'est une lactofermentation d'oignons, de panais, de plusieurs légumes. Quelques mûres qu'on a fermentées dans du verjus. Et ça, c'est une purée de courge dans lequel on a intégré, pour lui donner de la fraîcheur, du kimchi de carotte. Donc on a un plat qui est en fait avec beaucoup de fraîcheur, mais qui est étrangement réalisé avec beaucoup de légumes qui ont été conservés. Donc on aime bien à l'hiver pouvoir travailler en fait toutes ces couleurs. Là, on a quelque chose de très coloré en fait, c'est un plat qui est très coloré. On pourrait
penser à un plat estival alors qu'on est en plein hiver et qu'on arrive justement à avoir ces fruits, ces légumes qui ont encore beaucoup de fraîcheur. Et ça nous plaît de pouvoir donner à nos clients un petit peu de couleur, un petit peu de fraîcheur, pas mal d'acidité. Et ça en hiver, ça fait plaisir. Tu les as mis en cuisson, mais... Ah oui, c'est bon. Non, je regardais juste sur les poissons, ils étaient en cuisson. Des petites framboises, ça. Ça, ce sont les mûres au vert. C'est les mûres, oui. Ouais, c'est les mûres qui sont ramassées par des cueilleurs dans les talus autour de pluies d'air. On met des petites annonces l'été, et puis comme ça, on a des cueilleurs qui nous emmènent les mûres. Et on les conserve de cette manière avec du verjus, ou on en fait des cuirs, ou on les fait complètement déshydrater aussi. C'est agréable de se servir effectivement des fruits d'été, l'hiver, en plein mois de janvier. Ah bah complètement, on se régale. D'ailleurs à chaque fois qu'on en pose une sur l'assiette, on essaye d'en manger une aussi parce que ça nous fait plaisir. Et non, c'est ça qui est important, c'est de pouvoir garder cette acidité, cette fraîcheur qu'on n'a pas forcément sur les produits d'hiver et de les intégrer avec des produits, avec plus des produits d'hiver. Parce que là par exemple la courge c'est un produit d'hiver mais on va la pepser avec de la carotte, avec des choses qu'on fermentait pour justement donner un petit peu de fraîcheur à tout ça. Allez, je vais me réinstaller moi. Bon appétit. Bon appétit. Merci. Et donc pour poursuivre, donc vous avez retrouvé ici la petite pêche donc, du rouget, qui est venu ici cuire à la flamme, donc pêché par Roll, notre pêcheur avec qui on travaille depuis des années également. L'huile d'olive fruitée noire de chez Xavier Lazare à Arles, différentes lactofermentations, donc c'est des légumes, et notamment également des fruits, des mûres notamment. Vous avez retrouvé, donc on a pris un peu plus tôt dans l'année et dans la saison, qu'on a eu lactofermenté pour les conserver et enrichir justement des saisons un petit peu plus basses, comme justement l'hiver. Voilà. Ici, vous allez retrouver le premier dessert, qui est en fait un dessert des fruits préservés donc de cet été. Donc, vous allez retrouver différents fruits rouges, fruits blancs et fruits jaunes, qu'on a conservés en fait avec du verjus pour leur apporter l'acidulé qui est très intéressant sur la fraîcheur. On a condimenté ça avec une crème de chantilly végétale à l'amande. Et au milieu, donc, c'est un amazake, une multifruits. En fait, c'est une fermentation que réalise la pâtisserie à partir de différents ferments. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je vous propose quelque chose. On va dans le salon et on discute un petit peu de la transmission et de comment est-ce que vous formez un petit peu les jeunes qui sont avec vous. Carrément, on y va. Là, Nicolas, juste derrière nous, il y a des bocaux. Qu'est-ce que c'est ces bocaux ? Alors, c'est toutes nos fermentations. Il n'y a pas que de la fermentation, parce qu'il y a par exemple aussi toutes les herbes du jardin qui sont déshydratées, mais on a les lactofermentations de tous nos légumes, on a nos misos, on a les capres du jardin qui sont en train d'être lactofermentés par exemple. On peut même avoir ici, en fait, ça, c'est des charcuteries de carottes. Donc, c'est des carottes. Ah, la charcuterie de carottes. Sur lesquelles on a fait pousser le champignon qui s'appelle du koji. Là, elles sont en train de sécher et ensuite on va les plonger dans de l'eau salée et on va les faire lactofermenter. Et ça va nous servir à imaginer d'autres plats et notamment à faire des gelées de lactofermentation de charcuterie de légumes. Vous, on l'a dit, il y a 5 ans, vous avez eu effectivement, un choc environnemental. Ouais, c'est ça. 5-6 ans. Ça me plaît ce terme, choc environnemental. Je vais l'utiliser désormais. Et justement, donc vous avez eu un choc environnemental et vous avez dit, voilà, on ne peut plus continuer comme avant. C'est compliqué. On développe cette belle maison, effectivement, que vous avez reçue par votre beau-père, Oui. le papa de Solène, qui est lui-même effectivement restaurateur depuis de nombreuses années, qui a travaillé avec la mère Brasier. Alors ça, c'est aussi une histoire fascinante à raconter. Et justement, vous, aujourd'hui, donc on l'a dit, vous avez une petite 50aine d'années, vous êtes dans la transmission, j'imagine, déjà depuis peut-être 15-20 ans. Oui. Comment, déjà, on l'a un peu évoqué, vous avez changé un petit peu votre façon de faire, mais aujourd'hui, comment est-ce que vous transmettez ces nouvelles valeurs, je ne sais pas, peut-être, on peut dire ça comme ça ? Alors, c'est des nouvelles valeurs. Alors, c'est un peu bizarre de dire nouvelles valeurs parce qu'en fait, c'est des valeurs anciennes qu'on réintègre dans la société d'aujourd'hui parce que ces valeurs, elles existent. J'ai envie de dire qu'on n'a rien inventé. Mais au contraire, on est allé chercher ce qui existait de plus cohérent et de plus responsable et de plus, au final, naturel et logique possible. Comment on les réintègre ? Je crois que c'est assez facile parce qu'en fait, c'est un comportement
c'est une décision de vie au quotidien en fait. Donc c'est comme, j'ai envie de dire, l'action simple d'aller se brosser les dents 3 fois par jour. On va faire ces gestes plusieurs fois par jour. On va les apprendre aux personnes qui viennent nous rejoindre. On va leur faire découvrir. C'est un petit peu comme une école où on apprend quelque chose de nouveau et où on se rend compte du bien que ça peut faire, que ce soit sur les ambiances de travail, que ce soit sur la manière de s'alimenter, mais aussi sur la découverte. Je crois qu'à partir du moment où on a des gens qui sont curieux, et j'ai même envie de dire, même les gens qui ne sont pas curieux, on arrive à activer leur curiosité par ces principes de fermentation. Et c'est toujours pour moi, c'est un jeu de réussir à... par exemple, tout à l'heure, avec Romain, j'ai réalisé une farce végétale de cresson. On a vraiment l'impression de manger une farce ou de poisson ou de viande, mais en fait, non, c'est que du végétal. Et ça, c'est un nouveau terrain de jeu pour vous ? Mais complètement, c'est un nouveau terrain de jeu. Ce terrain de jeu, je l'ai compris pendant le Covid parce que moi, j'ai décidé moi-même de changer mon alimentation. Et j'ai compris qu'avec cette alimentation, en fait, on pouvait faire plein de choses et que c'était à l'infini quand c'était couplé à de la fermentation. Donc oui, c'est un terrain de jeu. Ce terrain de jeu, il est dans l'alimentation, mais il est aussi dans tous les domaines. Là, on est assis sur un canapé qui est fabriqué avec du lin. Les rideaux sont en lin, mais aussi en chanvre. Les tapis, c'est des draps qui ont été refaits. Enfin, tout ça, en fait, ça s'apprend. C'est une sorte d'éthique de vie, c'est une responsabilité environnementale que l'on a et que l'on applique au quotidien. Et ça, sincèrement, une fois que les gens le comprennent et comprennent le bien que ça fait, tout le monde va refaire les gestes au quotidien. On n'a pas besoin de convaincre, on n'a pas besoin d'essayer de persuader. Les choses viennent naturellement. Et j'ai envie de dire, justement, faisons-le naturellement, parce qu'à partir du moment où on essaye d'inculquer, c'est comme quand on veut apprendre à un enfant à faire quelque chose de bien, on va peut-être passer par des moments qui sont pas toujours très sympas, et puis il faut plutôt les laisser éclore comme une fleur ou comme une plante. C'est ce qu'on fait ici. Ils viennent et regardent ce qui se passe, et en fait, ils vont éclore d'eux-mêmes, sans avoir à insister, sans avoir à vouloir persuader, à convaincre, à être toujours dans quelque chose de dur. C'est pas ça qu'on veut faire, c'est tout le contraire. Donc je crois qu'il faut... toutes ces transformations m'a pris du temps. Moi, ça fait 5 ans que l'on fait cette transformation. J'allais dire la subir, mais non, parce que je la subis pas du tout, bien au contraire. Pour moi, c'est une ouverture et un bien-être total. Et je suis sûr que dans 5 ans, je serai encore ailleurs et que j'aurai décuplé toutes ces intentions parce que elles sont bonnes et l'imagination s'arrête pas en fait. C'est infini. C'est vraiment infini. Mais dit il y a quelques minutes, dans 5 ans, je serai peut-être ailleurs, dans votre raisonnement, j'imagine, pas ailleurs physiquement. Quelles sont les envies ? J'ai plein d'envies. Moi, je veux réussir à être autonome en énergie. Donc, aujourd'hui, on est en train d'étudier quelle est la solution pour nous. Est-ce que c'est des petites centrales au bois ? Est-ce que c'est le solaire ? Est-ce que c'est le solaire Le solaire, c'est possible en Bretagne ? C'est possible en Bretagne, oui, c'est possible. On a beaucoup de... voilà. Tout à l'heure, on était se promener à la plage, on avait beaucoup de soleil. Mais est-ce que c'est le solaire ? Donc, il y a ça. Il y a aussi la végétalisation, continuer la végétalisation des toits. C'est pouvoir aussi acquérir d'autres terrains pour pouvoir continuer à produire. En fait, il y a, la cuisine, elle va forcément continuer à évoluer, c'est sûr. Continuer à fabriquer tous ces mobiliers... tout ça a été fabriqué ici en fait avec des bois bretons, avec des matières bretonnes. Donc oui, on a encore énormément de projets. Je voudrais aussi pouvoir réussir à creuser des caves, un peu comme des puits canadiens, pour ne plus avoir de frigo, mais uniquement avoir des fermentations qui soient stockées à entre 12 et 16 degrés de manière la plus naturelle possible. En fait, pour enlever... on a appris à se gérer avec un frigo, mais en fait, moi, j'aimerais apprendre à se gérer sans frigo, en fait. Merci beaucoup, Nicolas Conrot. Avec grand plaisir. Merci, Fred. À la table de la butte, chez Nicolas Conrot, l'avenir se construit dans la continuité. Gagner en autonomie, produire davantage sur place, végétaliser encore le lieu, et jusque dans des choix très concrets comme la disparition récente de la piscine pour rester aligné avec ses convictions. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à noter ce podcast et à le partager autour de vous.
Les Deux Mains sur la Table, un podcast en immersion par Frédéric Roux.